Bonjour à tous et donc pour ce webinaire sur la vaccination contre la rougeole. Alors, le virus de la rougeole est un virus à ARN qui a un génome qui n'est pas fragmenté et qui code pour 8 protéines. Et parmi elles, l'hémagglutinine est le composant antigénique majeur du virus. Et cette hémagglutinine, outre le fait que c'est un composant majeur, cette hémagglutinine est un élément important pour permettre la pénétration du virus dans les cellules. Pour cela, elle interagit avec la protéine de fusion. Et donc, cette interaction va permettre la fusion de l'enveloppe du virus avec la membrane des cellules de l'hôte. Et cette fusion, cette pénétration se fait par l'intermédiaire de récepteurs cellulaires il y a plusieurs récepteurs. Il y a ce qu'on appelle le SLAM, le CD150, qui est exprimé par les lymphocytes B et T, et activé, et par les cellules présentatrices d'antigènes. Et cette voie, par le SLAM, est la voie d'entrée principale des virus sauvages. Il y a un autre récepteur cellulaire, qui est le CD46, et ce CD46, il est exprimé par toutes les cellules nucléées humaines, et c'est par ce CD46 qu'entrent les virus vaccinaux. Et puis, il existe un autre récepteur qui est le nectine 4 PVL-RR4 qui permet l'entrée initiale du virus dans les cellules épithéliales de l'arbre respiratoire. Et on sait que c'est par là que le virus pénètre. Alors, le virus de la rougeole est un virus qui est proche d'un virus bovin qui a été éliminé d'ailleurs, qui est le rinderpest, et ces deux virus ont entre eux une très forte parenté génétique et immunologique et probablement un ancêtre commun. Et on pense que le virus de la rougeole a émergé dans un environnement où le bétail vivait en promiscuité, soit à la période où s'est développé l'élevage, qui a débuté dans les vallées du Moyen-Orient. Or, pour se maintenir, on reviendra là-dessus, le virus a besoin d'évoluer dans une population large qui lui permet de se reconstituer rapidement, de reconstituer rapidement le réservoir de réceptifs, et on admet qu'il faut à peu près 250 000 à 500 000 personnes, et ce niveau de population était atteint en Mésopotamie 2000 à 3000 années avant Jésus-Christ, et c'est probablement ici et à cette période qu'est apparu le virus de la rougeole. Alors, le virus de la rougeole a un seul sérotype, c'est important, 24 génotypes qui sont regroupés en 8 clades, qui sont numérotés de A à H. Et donc, ces génotypes circulants varient dans le temps et également varient selon les pays. Et la surveillance de ces génotypes est un élément essentiel de surveillance qui est fait par l'OMS et qui, à l'échelon national, permet de différencier les souches sauvages, les souches autochtones et les souches qui sont importées. Alors, pour exemple, ce n'est pas à jour, mais je n'ai pas trouvé de tableau plus récent de l'OMS. Vous avez les différents génotypes qui ont circulé au cours des années dans le monde, avec la prédominance, notamment en Europe, des génotypes des 4, des 8 et des B3. Et vous avez ici les génotypes qui ont surveillé, qui ont circulé en France entre 2011 et 2019, et avec là encore les D8, D4 et les B3. Alors, donc il y a un seul type antigénique du virus de la rougeole, avec des épitopes de neutralisation de l'hémagglutinine qui sont restés stables au fil des années, qui explique que le vaccin qui a été mis au point dans les années 60 garde toute son activité.
Par ailleurs, il n'y a pas de réservoir autre que l'homme pour le virus de la rougeole, bien que certaines variétés de chauves-souris hébergent des morbillivirus, mais pas le virus de la rougeole. Par ailleurs, l'infection confère une immunité de longue durée et il n'y a pas de persistance du virus dans l'organisme, sauf en cas de panencéphalite subaiguë sclérosante, où il s'agit d'une infection rare et où il s'agit d'un virus défectif qui ne se transmet pas. Ainsi, la stratégie de survie du virus repose sur sa haute capacité à infecter les personnes réceptives. On sait que le R0 de la rougeole est compris entre 15 et 20. Quand on fait l'infection, on est immunisé, et donc pour que le virus puisse circuler, il faut qu'il circule dans une population dont la taille est suffisante pour qu'il y ait un renouvellement du stock de ces sujets réceptifs. Ceci a été estimé entre 250 000 et 500 000 personnes. Mais en fait, actuellement, la population de référence, avec la mondialisation, c'est le monde entier, ce qui, bien sûr, ne pose aucun problème actuellement. Alors, la rougeole, très longtemps, dans l'histoire, elle a été confondue avec la variole, et c'est Rhazès, qui est un savant perse, qui est le premier à avoir fait la différence entre la variole et la rougeole, qu'il a considéré comme une maladie plus à craindre que la variole. Et on sait qu'il y a eu des épidémies entre le Xe et le XIe siècle, et également en Europe entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Lorsque les Européens ont conquis les Amériques, ces épidémies qui ont été introduites par les colons ont causé 10 à 12 millions de morts, avec notamment une grande épidémie de rougeole aux Amériques en 1618. Parmi ces épidémies, il y en a une qui est particulière, qui est l'épidémie qui a eu lieu dans les îles Féroé en 1846. Et à l'occasion de cette épidémie, un physiologiste danois, Panum, avait été dépêché sur place pour surveiller, pour décrire cette épidémie de rougeole. Et ce physiologiste a permis d'apporter à l'histoire, à la physiopathologie de la rougeole des éléments essentiels. Cette épidémie, elle avait concerné 6 000 personnes pour une population de 7 800 habitants, ce qui souligne bien la forte contagiosité de la maladie. Il a été démontré à l'occasion de cette épidémie que la transmission était interhumaine et par voie respiratoire. Ce savant a montré qu'il y avait un délai de 14 jours entre l'exposition et l'apparition de l'éruption. Il a également montré que la mortalité est élevée aux deux extrêmes de la vie. Et puis, il a été établi que seules les personnes nées âgées de plus de 65 ans avaient échappé à la maladie. Ces personnes avaient été protégées parce qu'ils avaient survécu à l'épidémie précédente qui datait de 1781, donc démontrant par là que la maladie conférait une immunité à vie. Alors, le virus de la rougeole, il a essentiellement été découvert par Anders, qui a été le premier à isoler ce virus sur culture de reins humains et de reins de singes. Et ensuite, il a adapté le virus à être cultivé sur œufs embryonnés, et ceci a été l'étape fondamentale qui a permis la mise au point du vaccin contre la rougeole. Et de ce fait, Enders a reçu le prix Nobel en 1954. Alors, je ne vais pas vous décrire la rougeole, hein, mais enfin, en vous rappelant que la rougeole commence une infection du tractus respiratoire, et puis le virus atteint les ganglions, puis le sang, puis la rate et les organes hématopoïétiques, puis les poumons, le thymus, le foie, pour terminer par une atteinte de la peau.
Et donc les symptômes, il y a la phase pré-éruptive avec la conjonctivite, la toux, la fièvre, parfois le signe de Köplik, qui est un signe tout à fait caractéristique de la maladie lorsqu'il existe, et puis apparaît l'éruption, donc avec un délai de 14 jours par rapport à la contamination. Et puis, vous avez ici l'évolution, la réaction du système immunitaire avec l'immunité cellulaire, le développement des CD4 et des CD8, et en parallèle, l'apparition des IgM d'abord, et puis l'apparition un peu retardée des IgG. Alors, la rougeole est une maladie le plus souvent bénigne, mais qui comporte quand même des complications fréquentes. Avec les plus fréquentes sont des complications bénignes, la diarrhée, l'otite, les pneumopathies, mais il y a aussi des complications graves, et notamment l'encéphalite aiguë qui affecte 0,2 à 0,3% des cas de rougeole, avec une létalité de 10 à 30% et des séquelles dans 20 à 40% des cas. Il y a un autre type d'encéphalite, qui est l'encéphalite à inclusion, qui survient chez les immunodéprimés et qui est constamment mortelle. Et puis la panencéphalite subaiguë sclérosante, qui est une encéphalite retardée. Elle apparaît en moyenne 7 ans après la rougeole, et cette maladie est également constamment mortelle en quelques mois à quelques années. La létalité est faible, 0,2% globalement, mais cette létalité peut aller jusqu'à 3,6% dans les pays de faibles ressources. Et la mort se fait essentiellement par pneumopathie chez l'enfant et essentiellement par encéphalite chez l'adulte. Et puis, comme ça a été démontré, les formes graves et compliquées surviennent surtout avant l'âge de 1 an et chez les adultes. Quelques mots sur le diagnostic de la rougeole, diagnostic biologique indispensable, puisqu'on sait que dans le cadre d'une faible circulation de la maladie, les diagnostics cliniques sont faux dans 90% des cas, et donc il faut savoir apporter la preuve biologique de la maladie. Et actuellement, la technique qui est privilégiée, c'est la PCR, qui peut être faite sur des prélèvements oropharyngés, mais également sur des prélèvements dits salivaires, sur les urines, sur le sang même. Et cette PCR, elle est positive 3 jours avant avant l'éruption, et elle reste positive au moins une dizaine de jours après le début de l'éruption. Les IgM apparaissent un peu plus tard, et il est possible que dans les 3 premiers jours de l'éruption, les IgM ne soient pas détectables, et ce qui veut dire que si on utilise le diagnostic par les IgM, il faut se donner un certain délai par rapport au début de la maladie. Alors, le vaccin contre la rougeole a été mis au point aux États-Unis, et ce vaccin, il a été mis au point par une technique d'atténuation du virus par passages successifs sur milieu cellulaire, et ceci a permis donc la sélection d'une souche, la souche Edmondson. Et ceci a donc permis la fabrication d'un premier vaccin vivant atténué qui était enregistré aux États-Unis en 1963, qui était très réactogène, puisqu'on recommandait d'y associer des immunoglobulines pour limiter les effets indésirables. Il a quand même été utilisé aux États-Unis de 1963 à 1975. Il y a également eu un vaccin inactivé qui a été mis au point par la formaline
de la souche Edmondson. Ce vaccin était bien toléré, il donnait une protection de courte durée, mais les sujets vaccinés pouvaient ultérieurement développer des formes atypiques de rougeole. Donc ce vaccin a été totalement abandonné. Actuellement, les vaccins de la rougeole utilisent des souches qui sont atténuées, dérivées d'Edmondson, et il y a deux souches qui ont été mises au point, la souche Schwarz et la souche Moratel. Par ailleurs, les Japonais et les Russes et les Chinois ont développé des souches particulières, mais qui sont très proches sur le plan immunologique et génétique de la souche Edmondson. Et puis, enfin, le vaccin ROR a été mis au point en 1971. Alors, ce vaccin, donc, il a été mis en place en premier lieu aux États-Unis, avec un schéma initial à une dose, avec l'effet tout à fait spectaculaire en quelques années sur l'épidémiologie de la rougeole aux États-Unis. Mais dans les années 80, on a vu réapparaître la maladie. Et ceci a permis de montrer qu'en fait, 10 à 15% des vaccinés ne répondaient pas à la première dose de vaccin, alors que 95% des non-répondeurs allaient répondre à la seconde dose. Et ceci a donc amené à introduire une deuxième dose de vaccin. Et la Finlande, qui était en Europe le premier pays à introduire cette deuxième dose, a effectivement éliminé la rougeole en 1998 et a conservé depuis cette élimination. Alors, quelle est l'efficacité des vaccins contenant la valence rougeole? Il y a de nombreuses études qui ont été faites. Je vous cite une méta-analyse qui fait, à mon avis, référence, qui est la méta-analyse du Zikanin, et qui montre qu'après une dose, eh bien, l'efficacité est variable suivant l'âge à laquelle a eu lieu cette première dose. 77% entre 9 et 11 mois, mais 92% si cette première dose est administrée après l'âge de 12 mois. Lorsqu'on regarde l'historique vaccinal et que les cas sont confirmés au laboratoire, on a des taux plus élevés, 84% entre 9 et 11 mois et 92,5% après 12 mois. Par contre, après 2 doses, on a une efficacité qui est de 94%. Mais il existe de grandes variabilités selon les régions de l'OMS. Et ici, vous pouvez voir que lorsque la première dose est à 11 mois, globalement, on a 77% d'efficacité avec des taux relativement bas, par exemple 73% en Afrique. En Europe, on a des taux plus élevés, mais quand même, avec des taux d'efficacité qui restent significativement plus élevés lorsque la première dose est administrée après l'âge de 12 mois. On est globalement 92,5% d'efficacité après la deuxième dose et 84% si la première dose est administrée avant l'âge de 12 mois. Alors, les schémas vaccinaux dans le monde sont variables suivant les pays. L'OMS recommande un schéma vaccinal à 2 doses dans tous les pays. Et dans les pays du PEV, la première dose de vaccin est administrée à l'âge de 9 mois. Dans ces pays, on utilise soit un vaccin monovalent rougeole, soit un vaccin rougeole-rubéole, et certains pays utilisent également le vaccin rougeole-rubéole-oreillon. La deuxième dose, initialement, a surtout été administrée lors des campagnes de vaccination, lors des épidémies, mais actuellement, la plupart des pays intègrent cette deuxième dose dans leur calendrier vaccinal. Tous les pays industrialisés utilisent le vaccin ROR, même certains pays utilisent le vaccin ROR varicelle, avec des schémas quand même un peu différents. La première dose est le plus souvent administrée à l'âge de 12 mois,
sauf l'Allemagne qui l'administre à 11 mois, l'Italie et la Bulgarie entre 12 et 15 mois, et la Finlande 18 mois, Finlande qui a éliminé la rougeole. La deuxième dose est donc administrée dans tous les pays, souvent au cours de la deuxième année, c'est le cas Autriche, France, Suisse, Canada, mais également dans beaucoup de pays à l'entrée en collectivité, c'est-à-dire entre 4 et 8 ans, et c'est notamment le cas de l'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Finlande, de l'Italie, de l'Espagne, de la Suède. Et la France et l'Italie sont les deux seuls pays qui aient un programme de rattrapage pour les enfants, les adolescents et les adultes jeunes. Alors, vacciner à 9 mois, donc on a vu que dans les pays du PEV, on vaccinait à 9 mois. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est clair que, donc c'est la recommandation de l'OMS, hein, et ceci parce que la tranche des 0-12 mois est la tranche préférentielle où les enfants sont atteints dans ces pays, en France aussi d'ailleurs, habituellement. Et c'est également une tranche d'âge où la maladie est la plus grave. En outre, autrefois, les femmes étaient immunisées par la maladie et transmettaient leurs anticorps, alors qu'actuellement, elles sont immunisées par la vaccination et transmettent beaucoup moins d'anticorps aux nouveau-nés. Ce qui fait que la protection indirecte est beaucoup plus courte. Donc, tous ces éléments justifient le fait que l'OMS recommande de vacciner à l'âge de 9 mois. Mais il y a quand même indiscutablement une moindre protection. Et on sait que si on vaccine à 9 mois, le taux de séroconversion est inférieur après la première dose et également après la deuxième dose. On sait que la moyenne des anticorps est diminuée, y compris après la deuxième dose. Et lorsqu'on regarde l'efficacité vaccinale, eh bien, on a des études qui montrent que l'efficacité vaccinale est inférieure chez les enfants vaccinés avant l'âge de 1 an. Je vous rappelle les données de la méta-analyse du Zika, mais il y a également une étude de cohorte qui a été faite aux États-Unis qui a montré que si on vaccine à 12-15 mois, on a 80% d'efficacité et 90% lorsqu'on vaccine entre 10 et 20 mois. Et puis il y a une très belle étude canadienne où il y a eu une épidémie scolaire de rougeole avec 110 cas identifiés, alors que les enfants étaient bien vaccinés, et il a pu être calculé que le taux d'attaque était de 5,2% si la première dose de ROR avait été administrée à 12 mois, alors que le taux d'attaque était de 12% si la première dose était administrée à 15 mois ou après. Et ainsi, le risque d'échec vaccinal est multiplié par 3 à 4 chez les enfants vaccinés à l'âge de 12 mois par rapport à ceux vaccinés au-delà de 15 mois. Il y a une étude qui a également été faite en Hollande où, à l'occasion d'une épidémie de rougeole, les Hollandais ont vacciné 79 enfants en première dose entre 6 et 12 mois, avec une deuxième dose à 14 mois. Donc, 11% d'enfants vaccinés à 9 mois ou avant ont à 4 ans un taux d'anticorps inférieur à ce qui est considéré comme le seuil de protection, ce qui veut dire que la vaccination précoce entraîne une protection immédiate, mais elle est suivie d'une décroissance rapide des anticorps et la deuxième dose ne règle pas le problème. Ce qui veut dire qu'à terme, la vaccination précoce peut entraîner une augmentation du nombre d'enfants réceptifs à la rougeole. Alors, quelle est la durée de protection? On a vu que la maladie procure une protection à vie. Par contre, la durée de protection conférée par les vaccins, elle, est plus variable. On considère quand même qu'une dose unique de vaccin anti-rougeoleux, correctement administrée et entraînant une séroconversion, va conférer une protection à vie chez la plupart des individus en bonne santé. Et c'est vrai que même dans les pays où la rougeole n'est plus endémique, la présence d'anticorps dirigés contre le virus rougeoleux persiste pendant des décennies. Mais il y a quand même des études qui montrent qu'il y a des échecs secondaires chez des personnes qui avaient des anticorps anciens, donc qui avaient réagi à leur vaccin et qui
ont perdu leur immunité. Néanmoins, il semble que cette baisse de l'immunité, qui peut expliquer quelques échecs, joue un rôle tout à fait mineur dans la transmission du virus de la. Nous disposons en France de 2 vaccins rougeole, rubéole, oreillon, le vaccin MMR VaxPro et le vaccin Priorix. Ces 2 vaccins, sur le plan de l'efficacité, sont considérés comme équivalents et d'ailleurs interchangeables, et bien que leur composition en matière de souche soit différente, et notamment pour la rougeole, la souche du virus rougeole de MMR VaxPro est la souche Edmondson-Enders, alors que la souche du vaccin de Priorix est la souche Schwarz. Maintenant, quelles sont les contre-indications des vaccins ROR? Comme tous les vaccins, les antécédents d'hypersensibilité à un des composants du vaccin est bien sûr une contre-indication. La grossesse, contre-indication pendant la grossesse, est respecter 1 mois entre la vaccination rougeole et la mise en route d'une grossesse. Les déficits immunitaires, qu'ils soient congénitaux ou acquis, l'intolérance au fructose, la tuberculose active, c'est dans le RCP de MMR VaxPro. Et puis, il y a des précautions d'emploi qui ne sont pas des contre-indications, et notamment l'allergie ou les antécédents d'anaphylaxie à l'œuf. Ça n'est pas une contre-indication, d'ailleurs le virus n'est pas cultivé sur œuf, c'est une précaution d'emploi. De même que les antécédents de convulsions, de lésions cérébrales, de thrombopénie, les déficits immunitaires, si le risque attendu est supérieur au risque, et notamment c'est le cas des VIH, où on estime que on ne vaccine que ceux en Europe, que ceux qui ont, dans les pays développés, que ceux qui ont un taux de CD4 correct, mais dans les pays du tiers-monde, on estime que le risque, le bénéfice est supérieur au risque, donc on vaccine quel que soit le statut VIH. Et puis, l'allaitement est une précaution d'emploi si l'enfant est suspect d'être d'immunodépression, c'est ce qui est écrit dans le RCP du Priorix. Alors, quels sont les effets indésirables des vaccins ROR? Eh bien, il y a les effets bénins classiques attendus, les effets locaux, la fièvre, les éruptions. On peut retenir comme effet indésirable significatif l'anaphylaxie, c'est très rare, mais ça existe, le purpura thrombopénique idiopathique, les convulsions fébriles et les arthralgies. Alors, une des questions qui est régulièrement qui est soulevée, est-ce que le vaccin peut être impliqué dans la survenue de manifestations neurologiques de type encéphalique? On sait que les virus de la rougeole, de la rubéole et des oreillons peuvent donner des encéphalites. Donc, les virus vaccinaux peuvent théoriquement également donner des encéphalites. C'est extrêmement rare, ce qui fait que ce n'est pas démontrable dans les études, mais c'est quand même possible, en notant que si le risque, s'il existe, le risque lié au vaccin est toujours très inférieur à celui qui est lié à la maladie naturelle. Alors, par contre, ce qui est tout à fait établi, c'est qu'il n'y a pas de lien entre l'autisme et la vaccination par le vaccin rougeole, rubéole, oreillon. Il y a une méta-analyse que je vous ai montrée ici qui le montre. Il y a également une suivi de cohorte dans les pays nordiques qui démontrent tous les deux qu'il n'y a aucun lien entre l'autisme et la vaccination par le ROR. Alors, la stratégie vaccinale en France contre la rougeole a évolué. Elle a été introduite en 1983 par le vaccin rougeole rubéole avec une seule dose à 12 mois. En 1986, on est passé au ROR. En 1996 a été introduite une deuxième dose entre 11 et 13 ans et qui a été ramenée à 3-6 ans en 1997. Et puis, en 2005, a été mis en place le plan
le plan d'élimination de la rougeole et de la rubéole congénitale. Ce plan comportait donc une modification du programme de vaccination avec une première dose à 12 mois et la deuxième dose avant l'âge de 2 ans. C'est ce plan qui a également introduit le rattrapage pour les personnes nées depuis 1980. Alors, et puis également des recommandations pour les professionnels de santé avec une dose pour ceux qui sont nés avant 1980. Et puis également pour les femmes en âge de procréer, pour la rubéole. Et puis, à l'occasion de ce plan, la surveillance a été améliorée. La rougeole est devenue une maladie à déclaration obligatoire avec une incitation à la confirmation biologique des cas, encore une fois, en rappelant que le diagnostic clinique est faux dans plus de 80% en période de circulation faible du virus. Alors, il y a eu des évolutions ultérieures. En 2011, le rattrapage a été simplifié avec deux doses pour toute personne née depuis 1980. Et puis, en 2013, le nouveau calendrier vaccinal qui a donc mis la première dose à 12 mois pour tout le monde, avec un arrêt de la recommandation de vacciner à 9 mois les nourrissons rentrant en crèche, la deuxième dose étant recommandée entre 16 et 18 mois. Et puis, en 2018, la vaccination ROR est devenue obligatoire pour les enfants nés depuis le 1er janvier 2018 et la rubéole est devenue une maladie à déclaration obligatoire. Alors, actuellement, donc, le programme français comporte donc l'utilisation systématique du vaccin ROR avec le schéma de base, première dose à 12 mois, deuxième dose 16-18 mois obligatoire, rattrapage pour toute personne née à partir de 1980 qui doit avoir reçu 2 doses de vaccin qui peuvent être administrées avec un intervalle minimal de 1 mois entre les 2 doses. Et ceci, donc, quels que soient les antécédents vis-à-vis des 3 maladies. Vaccin contre-indiqué pendant la grossesse et chez les immunodéprimés, vaccination des professionnels de santé et des enfants, des personnels travaillant au contact de l'enfant nés avant 1980. Ceux nés après 1980 relèvent de la recommandation générale, mais pour ceux qui sont nés avant 1980, une dose de ROR, si pas d'antécédent de maladie ou de vaccination, et en cas de doute, on vaccine sans sérologie préalable. Et enfin, récemment, la HAS a recommandé une obligation vaccinale à ROR pour les professionnels de santé. Je ne sais pas si ceci sera entériné par le ministère. Alors, il y a des recommandations très précises et qui sont importantes dans les situations de cas groupés. On le verra, on a eu pas mal de jeux. On a pas mal de cette situation actuellement. Donc, en situation de cas, autour d'un cas ou autour de cas groupés, il faut améliorer la couverture vaccinale dans la population qui est ciblée par les recommandations, c'est-à-dire appliquer le calendrier vaccinal du nourrisson avec l'objectif des 95% de couverture qui est nécessaire pour l'élimination de la maladie. Et puis, et ça on ne sait pas bien faire, il faut faire une politique volontariste de rattrapage chez les personnes nées depuis 1980 qui n'ont pas été vaccinées et qui n'ont pas eu la maladie. Et puis, il faut limiter l'extension de l'épidémie en recensant les personnes réceptives autour des cas et en les vaccinant, en pratiquant la vaccination post-exposition. Et puis également, il faut repérer et protéger les personnes qui sont à risque de rougeole grave, c'est-à-dire les nourrissons de moins de 1 an, les femmes enceintes et les immunodéprimés, et ceci en vaccinant l'entourage, en rappelant que les personnels à statut vaccinal inconnu doivent être considérés comme non vaccinés, en vaccinant en post-exposition, on va y revenir, notamment les nourrissons de 6 à 11 mois, dans les 72 heures, et au-delà de 72 heures, eh bien, si on arrive trop tard, il faut faire des immunoglobulines chez les 6-11 mois,
donc immunoglobuline dans les 6 jours post-comptage, avec pour les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées, les nourrissons de moins de 6 mois, de mères non immunes, les femmes enceintes et les immunodéprimés. La vaccination post-exposition, elle peut prévenir la maladie si elle est administrée dans les 72 heures suivant le comptage. Elle reste utile au-delà de ce délai puisqu'elle va permettre de protéger ceux qui n'auraient pas été contaminés lors du premier contact. Donc, cette vaccination reste utile au-delà des 72 heures, sauf chez les nourrissons de 6 à 11 mois, pour lesquels il existe une indication d'immunoglobuline. En situation épidémique, cette vaccination peut être faite sans attendre la confirmation biologique du cas index, et donc elle s'adresse aux personnes de plus de 6 mois, non vaccinées, insuffisamment vaccinées ou de statut inconnu. Et donc, en rappelant que les personnes de statut inconnu sont considérées comme non vaccinées. Donc, en pratique, nourrissons de 6 à 11 mois une dose de ROR en utilisant ce qu'on appelait autrefois l'ATU pour les 6-8 mois parce qu'il n'y a pas d'AMM pour les vaccins ROR avant l'âge de 9 mois. Et ultérieurement, ces nourrissons devront être vaccinés normalement avec les 2 doses de vaccin ROR. Pour ceux qui ont été vaccinés à 2 doses, mais dont la première dose a été administrée avant 12 mois, il faut faire une 3e dose. Et puis pour les nourrissons de plus de 12 mois, vaccinés à une dose, on va faire la 2e dose, sans attendre 16-18 mois, en respectant simplement un délai de 1 mois entre les 2 doses. Et pour les personnes de plus de 12 mois nés après 1980 et non vaccinés à 2 doses, une dose immédiate de ROR, et si aucune dose auparavant, on fera une 2e dose avec un délai de 1 mois. Et pour les personnes nées avant 1980, sans antécédents connus de rougeole et qui n'ont pas été vaccinées, ils doivent recevoir une dose de vaccin ROR, en particulier si elles sont nées dans les années 70. Alors, quelle est la situation de la rougeole en France? Nous avons eu des vagues épidémiques, avec une première grande vague épidémique entre 2008 et 2011, plus de 22 000 cas déclarés, 20 décès, 5 000 hospitalisés, 28 encéphalites. Une deuxième vague épidémique en 2018-2019, et puis ensuite une accalmie et même une quasi-disparition de la maladie à l'occasion du Covid. 2021, 16 cas rapportés, 2022, 15 cas rapportés, dont la plupart des cas importés, ce qui fait que l'OMS a admis qu'en 2022, la France avait interrompu la circulation du virus de la rougeole. Malheureusement, ça ne s'est pas maintenu et en 2023, il y a eu une résurgence de la rougeole avec 117 cas notifiés, une physionomie particulière, 31 cas importés, de 15 pays différents, avec les génotypes D3 et B8, et qui ont été à l'origine de 4 foyers. Et au total, 84% des cas notifiés en 2023 étaient des cas importés ou liés à une importation. 27 cas ont été hospitalisés, 2 en réanimation. Hospitalisés, c'est les moins de 5 ans et les adultes. 12 complications, pneumopathie, la moitié chez les plus de 30 ans, aucun décès. 7 foyers épidémiques, on y reviendra, et actuellement l'épidémie se poursuit, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'ai pu comprendre que c'était également le cas en PACA. En 2023, il y a eu 16 départements qui ont été affectés par l'épidémie. Alors, il y a eu des foyers épidémiques, et notamment un foyer très significatif, qui était un foyer en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un collège où il y a eu 64 cas liés à une importation par un enfant non vacciné qui est allé à Bali et qui a ramené la rougeole. Et il y a eu donc une contamination à l'intérieur de ce collège avec 64 cas
sur lequel on reviendra. Mais il y a eu d'autres foyers épidémiques en Rhône-Alpes, dans un foyer à l'hôpital, également en famille, mais il y a eu aussi d'autres foyers dans d'autres régions de France. Alors, le profil des cas de 2023 est inhabituel, avec un âge médian de 12 ans et 58% des cas chez les adolescents, et ceci est fortement impacté par le cluster du collège de l'Ardèche, où c'était effectivement forcément des adolescents qui étaient concernés. Alors que le taux est stable chez les enfants de 1 an, qui normalement sont la frange d'âge où l'incidence est la plus élevée, avec les plus de 15 ans. Alors, le statut vaccinal, parmi les cas éligibles à la vaccination, 44% n'étaient pas vaccinés, 9% étaient vaccinés à une dose, 46% vaccinés à 2 doses, je vais revenir, et 1% doses non connues. Alors, la majorité des cas vaccinés à 2 doses concernent des collégiens dont la plupart avaient reçu leur première dose avant l'âge de 1 an. Alors, quelles sont les couvertures vaccinales en France? Ces couvertures vaccinales, elles augmentent régulièrement, notamment depuis 2018, où a été introduite la couverture vaccinale. Vous avez les deux manières d'évaluer la couverture vaccinale, à gauche par les certificats de santé, à droite par les données de l'assurance maladie. Vous voyez que dans les deux cas, ça augmente, mais qu'on n'atteint pas les 95%, notamment pour la deuxième dose, dont l'administration a quand même fortement progressé. Au-delà du nourrisson, eh bien, vous savez qu'il y a des enquêtes en milieu scolaire, des enquêtes trisannuelles, qui montrent que la couverture vaccinale a augmenté dans toutes les tranches d'âge, chez les 6 ans, chez les 11 ans et chez les 15 ans, que pour la première dose, on dépasse même les 95%. Pour la deuxième dose, on n'en est pas à 95%, même si on s'en approche, mais on n'est quand même pas à ces 95% nécessaires pour l'élimination de la maladie. Chez les adultes, on n'a pas de système de surveillance, mais on a des données à partir du baromètre santé, ce sont des données déclaratives qui montrent que chez les adultes de 18 à 35 ans, la couverture vaccinale serait de 90% environ, avec quand même des grandes disparités suivant les régions, et notamment les départements, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, avec des couvertures vaccinales très, très inférieures. Un des points importants qui explique la situation épidémiologique actuelle, c'est que nous avons accumulé en France un réservoir de personnes, d'adolescents et d'adultes jeunes qui ont échappé à la maladie et à la vaccination. Ce réservoir, il est évalué à 1 million de réceptifs, et c'est clair que lorsque on craque une allumette dans ce milieu-là, eh ben, le feu part. Alors, qu'en est-il maintenant au niveau international? L'OMS a une politique d'élimination de la rougeole. En 1974 a été mis en place le PEV. En 2003, le PEV comportait, le programme du PEV comportait la vaccination contre la rougeole de tous les enfants. En 2003, l'Assemblée mondiale de l'OMS a décidé, a exprimé la volonté de réduire de 50% la mortalité de la rougeole dans le monde à la fin 2005, et cet objectif a effectivement été atteint, ce qui fait que l'OMS est passée à l'échelon supérieur en disant qu'il fallait éliminer la rougeole, que c'était possible puisque l'homme est le seul réservoir, qu'il y a des moyens fiables de diagnostic et qu'on dispose d'un moyen de prévention efficace et peu coûteux. Alors, l'élimination, c'est l'absence de transmission endémique
de virus de la rougeole pendant une durée d'au moins 12 mois dans une zone géographique déterminée, et ce, en présence d'un système de surveillance performant. Et l'OMS prononce l'élimination lorsque la maladie a été éliminée pendant 3 années de suite. L'éradication, c'est l'interruption de la transmission au niveau mondial, là encore avec un système de surveillance performant. Et donc, à partir de là, les différentes régions de l'OMS ont mis en place des programmes d'élimination de la rougeole et de la rubéole. En Europe, ce programme a été mis en place en 2005, ce qui explique le plan national qui a été mis en place en France en 2005 également. Et en 2016, l'OMS a déclaré l'élimination de la rougeole dans la région des Amériques. C'est la seule région à l'avoir éliminée, et ceci d'une manière transitoire, puisqu'il y a eu une réinstallation de la transmission de la rougeole au cours des périodes récentes. Alors, qu'en est-il actuellement? Donc, encore une fois, il faut que 95% de la population soit immunisée. La couverture vaccinale pour la première dose, elle a beaucoup augmenté entre 2000 et 2019. Ensuite, elle a chuté à l'occasion du Covid. Elle est remontée en 2022, mais on est quand même qu'à 83% de la couverture vaccinale pour la première dose. Et pour la deuxième dose, elle a également fortement augmenté. On est passé de 17 à 74%, mais il y a quand même 11 millions d'enfants qui n'ont pas reçu de deuxième dose. Alors, l'OMS a estimé quand même a évalué les progrès sur l'élimination de la rougeole entre 2000 et 2022 et a montré qu'on était passé à l'échelon mondial de 36 millions de cas à 772 000 cas, donc une réduction globale de l'incidence de 92%. De la mortalité, je veux dire, de 82%. Et si on regarde l'Europe, on a réduit, on est passé de 800 000 à 3 000 et quelques, et on a réduit la mortalité de 98%. Alors, donc, le problème, c'est qu'actuellement, il y a une recrudescence de la rougeole dans tous les pays du monde et en 2021 et 2022, le nombre de cas estimés a augmenté de 18%, avec un nombre de décès qui a augmenté de 43%. Il y a 37 pays qui ont rapporté des épidémies de rougeole et donc avec une augmentation dans toutes les régions de l'OMS. Et entre janvier et octobre 2023, il y a eu plus de 20 000 hospitalisations pour rougeole en Europe, avec 5 décès. On est donc loin de l'élimination. Donc, en Europe en particulier, une alerte, multiplication par 30 du nombre de cas de rougeole dans la région Europe, avec le top 10 des pays, l'Afghanistan, le Kirghizistan, etc., la Fédération de Russie, mais également l'Autriche. Alors, la réémergence de la rougeole peut avoir des explications diverses suivant les pays, mais elle reflète la difficulté à réduire le nombre de sujets réceptifs qui permet l'arrêt de la circulation d'un virus dont on a vu la très forte contagiosité. Le maintien d'un pourcentage trop élevé de réceptifs peut s'expliquer par différents facteurs. Les couvertures vaccinales n'atteignent pas le niveau requis du fait de l'hésitation ou de refus vaccinal dans pratiquement tous les pays, ceci pour des raisons philosophiques, religieuses, la désinformation également. Il y a également des populations difficiles à atteindre, chez nous, et en particulier les Roms. Et puis, il y a des problèmes économiques, des problèmes d'organisationnel dans les territoires où il y a la guerre. Et c'est sûr que là où il y a la guerre, la priorité, ce n'est pas la vaccination.
L'accumulation de poches de réceptifs, on a vu qu'en France, on avait une poche de 1 million, mais il y a au niveau mondial des poches de réceptifs qui sont à la source de flambées épidémiques. Et parmi eux, il y a le fait que le programme OMS initial, c'était vaccination à une dose. Donc, dans ces personnes qui n'ont pas reçu de deuxième dose, ce sont des réceptifs. Et puis également la problématique de cette vaccination à 9 mois qui va générer à terme des pertes d'immunité. Encore que la perte d'immunité des adultes pour les adultes semble intervenir peu dans la transmission de la maladie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut augmenter les couvertures vaccinales, il faut rattraper les non ou les mal vaccinés parmi les adolescents et les adultes jeunes par des campagnes de vaccination. On ne sait pas bien faire ça en France et notamment ces campagnes de vaccination devraient se faire sur les lieux de vie, ce qui faciliterait quand même ces campagnes. Est-ce qu'il faut revoir l'âge de la vaccination? La vaccination précoce est susceptible de poser des problèmes à terme et peut-être que ceci pourrait être envisagé, mais il faudrait quand même en savoir plus sur les échecs vaccinaux. Est-ce qu'il faut ajouter des doses supplémentaires? Ça poserait un problème d'acceptabilité et en tout cas, ça n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce qu'il faut revoir la stratégie vaccinale? Certains ont proposé la vaccination en anneau, mais ça a marché avec la variole, mais je doute que ça puisse vacciner avec la rougeole. Donc, pour conclure, on a des difficultés. L'objectif d'élimination de la rougeole se heurte à des difficultés qui sont essentiellement le reflet des caractéristiques du virus et la cinétique des épidémies, caractéristiques du virus extrêmement contagieux, avec nécessité d'une proportion très, très importante de la population immunisée pour éviter la diffusion. Le succès spectaculaire du plan OMS, on a quand même vu 90% de réduction de la mortalité à l'échelon mondial, c'est énorme. Donc, ce succès spectaculaire a probablement généré un optimisme excessif et notamment méconnaissant cette possibilité de lune de miel qui est due au fait qu'on accumule des réceptifs lorsque la maladie circule moins. Et lorsque ce volume de réceptifs devient important, eh bien, il peut y avoir des flambées épidémiques qui surviennent dans ce milieu. Et puis, compte tenu du taux d'immunisation nécessaire, il n'est pas certain que l'éradication de la rougeole soit un objectif réaliste. Mais malgré tout, les pays doivent poursuivre les efforts pour aboutir à l'élimination en insistant sur le fait que même si on n'atteint pas l'objectif, il ne faut pas oublier que cette vaccination a évité et continue à éviter des milliers de morts chaque année. Voilà, je vous remercie. Effectivement, il vaut mieux avoir un délai de 1 mois, mais en cas de départ imminent, effectivement, on peut le faire sans respecter l'intervalle, y compris en même temps. Le BCG, en tout cas, c'est valable pour rougeole et fièvre jaune. BCG, c'est un peu plus compliqué. En plus de ça, je rappelle que le BCG, en cas de départ imminent, c'est pas adapté. Hein. Le BCG doit être fait en amont du départ, largement en amont du départ. Effectivement, bon, normalement, on dit que on doit vacciner sans, enfin, on ne doit pas chercher la confirmation. Voilà, mais je crois quand même, avant d'administrer les immunoglobulines à une femme enceinte, ça me paraît assez licite de vérifier qu'elle n'est pas immunisée. Voilà. À condition, on a 6 jours. Hein.
Oui, c'est ça, c'est court. On a 6 jours, à condition que ça permette de respecter ce délai de 6 jours. Si on peut, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Non, pas de sérologie. Pas de sérologie, on vaccine. Si le statut vaccinal de l'entourage est inconnu, on vaccine. Je pense qu'il faut le proposer d'emblée. Pour les personnes pour lesquelles on a une forte suspicion de VIH, je crois qu'il ne faut pas que ce soit systématique. Voilà, il vient d'Afrique, donc il est susceptible d'avoir le VIH. Il faut quand même prendre en compte son état de santé, l'état de santé de sa famille, de ses parents, parce que s'il a le VIH, il a été transmis de la mère à l'enfant, etc. Donc, s'il y a quelque chose qui permet de craindre qu'il ait été infecté, eh bien, d'accord pour faire attendre le résultat de la sérologie VIH et du nombre de CD4, etc., pour proposer la vaccination. Par contre, s'il n'y a pas d'éléments, là, il faut vacciner. Et je vous rappelle qu'en Afrique, on ne s'occupe pas du statut VIH. Le premier message, c'est qu'il faut passer à la rougeole. Que cette maladie n'a pas disparu et que devant un tableau de fièvre avec une éruption, le diagnostic de rougeole doit être évoqué. Ce qui veut dire consultation et ce qui veut dire a priori test biologique de confirmation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'application du statut vaccinal et la vérification du statut vaccinal, notamment pour les adolescents et les adultes jeunes. Parce que actuellement, le problème, il est quand même essentiellement du côté adolescents-adultes jeunes. Donc, ces personnes qui doivent, nées après 1980, qui devraient avoir reçu une dose, voilà, donc il faut vérifier, et si ce n'est pas le cas, il faut le faire.